Elle portait une salopette tachée d'huile, travaillait seule dans un petit garage au bord d'une route déserte, et pourtant, une seule chose a fait basculer toute sa vie, une bague. Ce que cet homme riche a découvert en la voyant va vous laisser sans voix. Abonnez-vous maintenant si vous aimez les histoires pleines de mystères, de révélations choquantes et de retournements incroyables. Laissez un commentaire. Que pensez-vous que cache cette bague? Likez si vous pensez que les apparences sont souvent trompeuses. Par une journée chaude de juillet, le soleil frappait fort sur le bitume. Dans un petit garage isolé près d'un village du sud de la France, une femme était concentrée sur le moteur d'une vieille Renault. Son nom, Élodie, la trentaine, silhouette élancée, mains pleines de cambouis et regard calme. Elle gérait seule cet atelier depuis 5 ans. Le calme fut brisé par un grondement puissant. Une Mustang rouge, modèle ancien et parfaitement lustrée, s'arrêta brusquement devant l'entrée. Une odeur de moteur chaud et de caoutchouc brûlé s'en échappa. Un homme en descendit. Costume bleu marine, chaussures italiennes, montre de luxe. Il détonnait totalement dans cet endroit. Il semblait pressé et légèrement perdu. « Bonjour », dit-il en s'approchant. « Ma voiture a commencé à faire un bruit étrange sur l'autoroute. J'ai vu votre panneau au dernier croisement. Vous pouvez m'aider ?» Élodie le regarda sans émotion. « Ouvrez le capot, je vais voir. » Il obéit immédiatement, visiblement peu habitué à se faire parler ainsi. Elle inspecta le moteur quelques minutes, puis déclara « Courroie de distribution. Si vous continuez à rouler avec ça, vous grillez tout le bloc. J'en ai une de rechange, mais il faut 1 heure. » « Très bien, faites ce qu'il faut, » répondit-il. « Je m'appelle Antoine, au fait, Élodie. » Pendant qu'elle commençait la réparation, Antoine observa le garage, propre, bien organisé, rempli d'outils de qualité. Il n'y avait aucun autre employé. « Vous gérez ça toute seule ?»« Toujours. J'aime pas dépendre des autres. » Il hocha la tête, impressionné. Puis son regard se fixa sur une bague qu'Élodie portait. Une pierre bleue, profonde, presque surnaturelle. Montée sur un anneau en or vieilli, finement gravé de symboles étranges. « Cette bague, elle est unique. C'est une pierre précieuse ?» Elle hésita. Son regard changea une fraction de seconde. « Non. Juste une relique familiale, rien de spécial. Mais Antoine savait reconnaître une pierre rare. Ce n'était pas un bijou banal. « Vous l'avez eu comment ?»« C'est personnel. » Le ton avait changé. Elle n'allait pas en dire plus. Le reste de l'heure se passa dans un silence tendu, entrecoupé seulement par les bruits des outils. Quand elle termina, elle essuya ses mains et fit un pas en arrière. « Voilà, c'est réparé. » Antoine tendit une carte de visite dorée. « Merci, Élodie. Si un jour vous passez à Paris, contactez-moi. Je vous dois une. » Elle prit la carte sans mots. Puis il monta dans sa Mustang, jeta un dernier regard à la bague et démarra. Mais dans ses yeux, un mélange de fascination et d'inquiétude avait remplacé la simple curiosité. Il ne le savait pas encore, mais cette bague allait bientôt bouleverser son monde. Antoine n'était pas du genre à s'arrêter sur les détails, mais cette fois, il ne pouvait pas se sortir cette bague de la tête. Une fois arrivé à son hôtel, il déposa sa mallette, mais au lieu de se préparer pour son rendez-vous, il sortit son téléphone. Il savait qu'il avait déjà vu ce symbole quelque part. Une spirale entourée de triangles, gravée finement autour de la pierre bleue. Un motif ancien, et chargé. Il tapa les mots-clés dans un moteur de recherche. Anneau ancien, spirale, triangle, pierre bleue, symbole. Rien de convaincant. Juste des images de bijoux celtiques ou égyptiens. Mais au fond de lui, Antoine savait. Cette bague n'était pas une fantaisie. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Élodie refermait les rideaux de son atelier. Le jour avait été long, trop long. Elle alla jusqu'à un vieux coffre métallique, ouvrit un compartiment secret sous l'établi et y rangea la bague. Elle ne la portait jamais très longtemps, pas sans raison. Elle alluma une vieille lampe à pétrole, s'assit dans le silence et sortit un carnet jauni. Sur la première page, on lisait « Ordre des veilleurs, transmission 1954, des noms, des lieux, des symboles ». Avait griffonné en marge, la bague ne doit jamais être révélée. Elle soupira. Ce jour allait bien finir par arriver. Et maintenant, cet homme, ce riche inconnu, l'avait vu. Trop clairement. Le lendemain matin, Antoine était censé retourner à Paris. Mais quelque chose le poussa à revenir au garage. Pas pour la voiture, pour Élodie. Quand il arriva, l'atelier gare était fermé. Rideau baissé. Pas de voiture. Aucune trace d'elle. Il frappa, appela, rien. Il se posta dans sa Mustang à l'autre bout de la rue et attendit. Après presque 2 heures, elle arriva à pied avec un sac à provisions. Dès qu'elle le vit, elle se figea. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-elle sèchement. « J'avais encore des questions sur votre bague. » Elle serra les mâchoires. L'air changea autour d'eux. « Je vous ai dit que c'est personnel. Vous devez partir. » « Écoutez, Élodie, je suis historien, pas juste entrepreneur. J'ai étudié les sociétés secrètes, les objets sacrés. Cette bague, elle fait partie de quelque chose de très ancien, n'est-ce pas ?» Un silence. Long, lourd, puis elle ouvrit la porte de l'atelier, entra et la laissa ouverte, sans un mot. Il la suivit. À l'intérieur, elle verrouilla, baissa les stores. « Si vous saviez ce que c'est, dit-elle lentement, vous ne seriez pas là.
Et si vous ne le savez pas, vous êtes encore plus en danger que moi. Il la regarda avec une intensité nouvelle. Ce n'était plus de la curiosité, c'était une certitude. Alors, dites-moi. Elle s'approcha d'un placard mural, tourna une clé ancienne et en sortit un coffret en bois noirci. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, 3 autres bagues, toutes différentes, mais marquées du même symbole en spirale. Il n'en reste que 4, murmura-t-elle. 4 dans le monde entier, et chacune attire le pouvoir ou le chaos. Antoine sentit un frisson glacé parcourir son dos. Et vous? Pourquoi vous? Élodie releva la tête. Son regard était plus dur que jamais. Parce que j'ai été choisie, et je ne peux pas fuir ça. Antoine restait figé devant les 4 bagues. Chacune semblait vibrer comme si elle respirait. Ce n'était pas simplement de l'or ou des pierres, c'était plus que ça. Il s'en rendait compte, il avait mis les pieds dans quelque chose qui le dépassait. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» demanda-t-il, les yeux rivés sur le coffret. Élodie referma brusquement la boîte. « Ce ne sont pas des bijoux, ce sont des sceaux. Chaque bague correspond à une fonction. Protection, vérité, mémoire. Et la mienne, sacrifice. » Antoine écarquilla les yeux. « Vous plaisantez ?» Elle secoua la tête, grave. « Non. Il y a longtemps, un ordre ancien a caché ces bagues dans différentes régions du monde. Elles sont liées à une force qu'on n'arrive pas à nommer. Ceux qui les portent ne vivent jamais normalement. On est suivi, testé, et parfois traqué. » Un silence inconfortable s'installa. Qui les traque? Les gens de l'ordre? Certains oui, mais le plus dangereux, c'est ceux qui ont trahi l'ordre. Antoine se redressa. Pourquoi ne pas les détruire? Elle sourit, triste. Croyez-moi, on a essayé. On a jeté l'une dans un volcan. Elle est revenue, intacte, posée sur une plage en Islande 2 mois plus tard. Il ferma les yeux un instant, comme pour digérer l'information. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous savez, vous avez vu la bague, vous avez ressenti quelque chose. Ça suffit pour vous relier à elle, et les autres vont le savoir. Les autres? Élodie s'éloigna, ouvrit une trappe dissimulée derrière une étagère. Elle y prit un rouleau de parchemin scellé à la cire. J'ai reçu ça il y a 3 semaines. Un avertissement. Elle déroula le parchemin. Antoine lut les mots manuscrits. La 4e s'est réveillée. Le cercle et c'est presque complet. Prépare-toi, gardienne. Il leva les yeux vers elle, stupéfait. Vous êtes la gardienne? Oui, la dernière à avoir été nommée. Il y en avait 12. Aujourd'hui, nous sommes 3. Elle le fixa. Vous êtes désormais impliqués. Vous devez choisir, fuir et être une cible, ou rester et apprendre à survivre. Antoine inspira lentement. Il sentait le sol se dérober sous ses pieds, mais une part de lui était attirée. Par la vérité, par le mystère. Eh bien, il fallait l'admettre par Élodie elle-même. D'accord, j'apprends. Elle hocha la tête sans sourire. Alors suivez-moi. Ils descendirent un escalier caché sous le plancher. Un sous-sol taillé dans la roche les attendait. Sur les murs, des cartes anciennes, des noms, des lignes rouges reliant des lieux dans le monde entier. Tout ce que vous voyez ici, dit-elle, ce sont les déplacements des bagues sur les 100 dernières années. Il y a toujours un schéma, une collision. Quand les 4 se rapprochent trop, quelque chose se déclenche. Quoi donc? Une ouverture, un accès à une autre réalité, pas un monde parallèle, un lieu plus ancien que notre monde. Antoine recula d'un pas. Et c'est ce que vous voulez empêcher? Elle le regarda intensément. Non, ce que je veux empêcher, c'est que ce soit les mauvaises personnes qui y entrent. Soudain, un bruit sec éclata à l'étage. Une vitre brisée. Élodie attrapa une dague rangée dans un tiroir du mur. Trop tard, ils nous ont trouvés. Le bruit de la vitre brisée résonnait encore dans les murs du sous-sol. Élodie éteignit immédiatement la lumière. Dans la pénombre, elle chuchota « Ils sont là plus tôt que prévu ». Antoine était crispé, immobile. Il ne voyait rien, n'entendait presque rien, sauf son propre souffle trop rapide. « Qui sont-ils » souffla-t-il. « Les fendus, ceux qui veulent briser le cercle. Ils sentent la bague, ils la cherchent. » Elle ouvrit un compartiment dissimulé dans le mur et en sortit 2 objets. Une sorte de grenade artisanale et une lampe à lumière noire. « Prends ça, dit-elle à Antoine. Allume la lampe seulement quand je te le dis. » Il prit l'objet, sans comprendre, mais obéit. Élodie monta en silence les marches qui menaient à l'atelier. Arrivée au sommet, elle s'arrêta. Le bruit de pas lents et précis se faisait entendre au-dessus. 3 silhouettes noires, vêtues de longues vestes, scannaient la pièce à la lumière d'une lampe rouge. Leurs visages étaient couverts par des masques blancs, sans expression. Pas un mot, pas un bruit. Élodie lança la grenade vers un coin du garage. Un éclair lumineux explosa, projetant une fumée dense et poisseuse. Elle cria « Maintenant !» Antoine alluma la lampe noire. Ce qu'il vit le paralysa. Les silhouettes n'étaient pas totalement humaines. Leur peau semblait fissurée, comme craquelée, et des veines lumineuses couraient sous la surface. Leurs yeux, invisibles dans le clair normal, brillaient violemment sous la lumière noire. Ils hurlèrent, un son inhumain, strident. Élodie surgit, sa dague en main. Elle planta la lame dans la gorge du premier.
Il tomba sans un cri, se décomposant en poussière noire en touchant le sol. Le deuxième attaqua. Antoine, sans réfléchir, lança la lampe contre sa tête. L'éclat le désorienta assez pour qu'Élodie l'achève. Le dernier, plus rapide, s'enfuit par la porte de derrière. Silence. Juste le souffle lourd d'Antoine et le calme brutal qui suit un carnage. « Putain !» souffla-t-il. « C'était quoi ça ? Des éclaireurs, des fragments d'âme. Ils ne peuvent pas vivre longtemps dans notre monde sans bague. C'est pour ça qu'ils les traquent. La tienne les attire maintenant. La mienne ? Oui, dit-elle calmement, en me touchant, en fixant la pierre. Tu es devenu porteur à ton tour. La bague t'a choisi, Antoine. Il tituba. Il avait encore les images des créatures en tête. Tout semblait irréel. Et pourtant, c'était vrai. Trop vrai. Et maintenant, je suis censé fuir, me cacher ? Non, maintenant, tu dois aller là où tout a commencé. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un petit coffret. À l'intérieur, une vieille photo en noir et blanc montrant un groupe d'hommes et de femmes devant une abeille en ruine. C'est là qu'on doit l'aller. Une abbaye oubliée dans les Alpes. C'est le sanctuaire du premier cercle. Si les autres porteurs sont encore en vie, ils y seront. Et si ce n'est pas le cas, elle le regarda droit dans les yeux. Alors, on y mourra. Antoine baissa la tête. Son esprit bouillonnait. Il avait quitté Paris pour un simple déplacement professionnel. Et maintenant, il allait traverser les Alpes pour sauver un monde dont il ignorait l'existence. Mais quelque chose brûlait en lui. Pas seulement la peur, une détermination et une étrange confiance en Élodie. Il releva la tête. D'accord, on y va. 3 jours plus tard, une Mustang rouge roulait à travers les cols brumeux des Alpes françaises. Le moteur grondait comme une bête prête à bondir. À l'intérieur, Élodie conduisait, concentrée. Antoine, silencieux, lisait encore le vieux carnet qu'elle lui avait confié. Chaque page du carnet révélait une vérité plus dérangeante que la précédente. L'ordre ancien, les cérémonies, les éclipses, les noms rayés à l'encre noire, des gardiens morts, disparus, trahis. On y est presque, dit-elle soudain. L'abbaye est cachée dans une vallée oubliée, derrière un tunnel condamné. Prépare-toi. Ils quittèrent la route principale, empruntèrent un vieux chemin de gravier jusqu'à une barrière métallique rouillée. Élodie sortit et appuya sur un vieux rocher. Un mécanisme se déclencha, faisant glisser la barrière dans un silence surnaturel. « Comment tu connais tout ça ?» demanda Antoine. « Mon père m'a tout appris. Il a porté la bague avant moi. Et il est mort ici. » Ils avancèrent encore jusqu'à ce que les arbres s'ouvrent sur une silhouette monumentale. L'abbaye Saint-Néré, en ruine mais toujours majestueuse. Les pierres semblaient vibrer sous la brume. La nature l'avait partiellement avalée, mais son cœur restait intact. Ils sortirent du véhicule. Un silence pesant régnait. « On n'est pas seul, dit Élodie. Sens-tu ça ?» Antoine hocha la tête. Un frisson, une pression invisible. Quelque chose d'ancien observait. Ils passèrent à la porte centrale, entr'ouverte. À l'intérieur, des statues effondrées, des symboles gravés dans le sol et un autel couvert de cire séchée. C'est ici que le cercle se réunissait. Chaque porteur plaçait sa bague sur l'autel et le lien se formait. « Et si on ne les a pas tous ?» demanda Antoine. « Alors l'ouverture sera instable et l'autre côté viendra ici. » Elle avança vers l'autel, posa sa bague sur la pierre. Une lumière bleue pâle s'éleva, tourbillonnante. Antoine sentit la sienne vibrer dans sa poche. Mais là, c'est le moment. Il obéit. Dès que l'anneau toucha son doigt, un éclair l'aveugla. Des images, des visages inconnus, des voix dans des langues mortes. Son esprit faillit céder. Puis tout s'arrêta. « 2 sur 4, dit Élodie. Il en manque encore 2. Mais l'autel a reconnu notre présence. Soudain, un bruit de pas. Vif, approchant rapidement. Ils se retournèrent, 2 silhouettes sortirent de l'ombre. Une femme d'une 50aine d'années, peau sombre, yeux couleur mercure, et un homme jeune aux bras couverts de cicatrices étranges. « Enfin, dit la femme, on pensait être les derniers. » Élodie sourit. Pour la première fois depuis des jours. « Léna, tu es vivante. » Elles se prirent dans les bras brièvement. Antoine observait, fasciné. « Lui, c'est Antoine, dit Élodie. Il est le 4e, choisi par l'anneau de la mémoire. Et moi, je suis la vérité, répondit Léna. Lui, c'est Nils, le porteur de la protection. Alors, nous sommes au complet, murmura Élodie. Mais Nils fronça les sourcils. Non, il y a un 5e. Quelqu'un a trahi. Un porteur a activé une copie illégitime. Et il ouvre un portail dans le nord. Le sang d'Antoine se glaça. Un portail vers quoi ? Vers l'autre côté, là où vivent ceux qui veulent revenir. Le silence revint, plus froid que jamais. Élodie s'avança vers l'autel. Alors on doit l'arrêter, avant que la porte ne s'ouvre complètement. Et pour ça, il faudra activer le cercle ici, maintenant. Dans le cœur de l'abbaye, les 4 porteurs formaient maintenant un carré autour de l'autel. Élodie, Antoine, Léna et Nils. Chacun avait glissé sa bague sur une pierre ancienne, chacune marquée d'un symbole unique. Les murs vibraient, le sol tremblait doucement, quelque chose réagissait sous la pierre, comme si un cœur ancien se réveillait.
Le cercle reconnaît notre présence, confirma Léna. Le lien est presque complet. Mais Niels semblait préoccupé. Il consultait un vieux cadran à aiguille semblable à une boussole de bois noir. Le traître approche. Il sait qu'on est ici. Il veut nous forcer à ouvrir, puis nous éliminer. Antoine recula d'un pas. On peut désactiver? Annuler le processus? Élodie secoua la tête. Non, une fois commencé, le cercle appelle. S'il n'est pas fermé, c'est l'autre côté qui s'invite ici. Léna fit un pas vers l'autel. Il faut finir ce qu'on a commencé. Tant qu'on est 4, on peut verrouiller l'ouverture. Mais comment on fait ça? Demanda Antoine. Elle leva les yeux. En sacrifiant une bague, l'une d'elles doit être détruite dans le feu du sanctuaire. C'est la seule manière d'annuler l'appel. Un silence glacial s'abattit sur eux. Élodie prit une profonde inspiration. Elle savait. Je porterai ce fardeau. Ma bague est celle du sacrifice. C'était écrit depuis le début. Antoine se tourna vers elle, choqué. Non, il doit y avoir une autre façon. Il n'y en a pas. Et tu le sais. Mais avant que le rituel ne puisse commencer, un craquement sinistre résonna dans toute l'abbaye. Le plafond sembla vibrer. Des ombres s'étiraient le long des murs. Le vent siffla entre les pierres, glaciales, chargées de murmures. Un homme entra, grand, vêtu d'un manteau noir aux reflets métalliques. Son visage n'était qu'à moitié humain. L'autre moitié, marquée de runes, suintait une énergie sombre. Il portait une 5e bague. Mais celle-ci n'émettait aucune lumière. Elle absorbait tout autour d'elle comme un trou noir. Trop tard, dit-il d'une voix distordue. Vous avez commencé, je vais finir. Léna tendit la main vers lui, une incantation sur les lèvres, mais il leva un doigt et la projeta contre le mur. Elle s'écroula, inconsciente. Niels hurla et se précipita, dague levée, mais une onde noire l'écrasa au sol. Personne ne m'arrêtera, grogna le traître. Je suis l'oublié, le porteur déchu. Il s'approcha de l'autel. Quand j'étais gardien, j'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté, et j'ai compris, notre monde est une prison. L'autre côté, c'est la liberté. Élodie se plaça entre lui et l'autel. « Tu ne passeras pas, tu ne peux pas m'arrêter. » Antoine, tremblant mais décidé, leva la main. La bague sur son doigt brillait d'un éclat bleu profond. « Et moi, je peux ?» Le traître hésita. Il rit, d'abord. « Toi, tu viens d'arriver, tu ne sais rien. Je sais que je suis prêt à mourir pour les autres. Toi, tu ne connais que la peur. » Et soudain, un éclair de lumière. La bague d'Antoine réagit. Elle absorba la noirceur du traître comme un vortex. Ce dernier hurla, tombant à genoux. Élodie saisit l'instant. Elle arracha sa propre bague et la jeta dans le feu sacré derrière l'autel. Une explosion de lumière blanche inonda l'abbaye. Les murs vibrèrent, les runes s'illuminèrent et un cri transperça les airs. Le traître se désintégra en cendres. Le cercle était fermé. Quand la lumière retomba, Élodie gisait au sol. La main vide, le doigt nu, Antoine courut vers elle, paniqué. « Non, non, Élodie !» Elle ouvrit les yeux. « Je suis vivante, mais la bague, elle m'a quittée. » Léna se releva lentement, blessée mais en vie. « Elle ne t'a pas quitté, tu es libre !» L'abbaye retomba dans le silence, seulement troublée par les crépitements du feu sacré. Le corps du traître avait disparu. Les 4 porteurs restants, couverts de suie et de fatigue, se regardaient sans mots. Quelque chose d'ancien s'était refermé. Pour de bon, pensait-il. Élodie était assise contre un pilier, haletante. Antoine tenait sa main dans la sienne. Son regard était clair, mais vidé. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « La bague ne m'appartient plus, et c'est étrange, comme un membre fantôme. Mais en même temps, je me sens légère. » Léna s'approcha, soutenue par Niels. « Le cercle est refermé, mais pas détruit. Ce lieu restera un point de tension. Il faudra un gardien, ou une gardienne. » Antoine leva les yeux vers elle, confus. Mais Élodie n'est plus liée. « Non, mais toi oui, et ta bague est encore active. » Élodie serra sa main. « Ce n'est pas une obligation, Antoine. Tu peux partir, oublier tout ça. » Il la fixa longuement. Tant de choses avaient changé en quelques jours. Et pourtant, ce qu'il ressentait maintenant était limpide. « Non, je ne veux pas partir. Je veux comprendre, protéger, continuer. » Léna esquissa un sourire. « Alors, on a un nouveau gardien. » Les jours suivants furent dédiés à la réparation partielle du sanctuaire. Antoine s'entraîna avec Niels à utiliser sa bague. Contrôler les visions, déchiffrer les symboles, résister à l'appel des ombres. Élodie, elle, redevenait peu à peu ce qu'elle avait été avant l'anneau, une femme libre, mais avec un feu différent dans les yeux. Une nuit, alors que la brume recouvrait les collines, elle rejoignit Antoine sur la terrasse de pierre de l'abbaye. « Tu vas vraiment rester ici ?» demanda-t-elle doucement. « Je crois que oui. Pour la première fois, je sens que j'ai une place. Et toi ?» Elle sourit, triste et sereine. « Je vais rouvrir mon garage, reprendre une vie normale. Peut-être, tu es toujours la bienvenue. Ici, toujours. » Un silence. Puis elle s'approcha, posa sa tête contre son épaule. « Merci d'avoir été là, d'avoir cru. C'est toi qui m'as ouvert les yeux, Élodie. » Au matin, elle partit, sans cérémonie, sans adieu. Juste un mot gravé sur un morceau de métal, laissé sur l'autel. « Même sans la bague, je veille encore. »
Le temps passa. L'abbaye fut protégée, dissimulée aux yeux du monde. Antoine devint un gardien respecté, guidé par Léna et Niels. Mais parfois, tard dans la nuit, il pensait à elle, à cette mécano mystérieuse qui avait porté le poids d'un monde entier avant de disparaître. Un jour, des années plus tard, un jeune voyageur frappa à la porte du sanctuaire. Il portait une bague au doigt, une nouvelle. Antoine l'accueillit. « Tu as senti l'appel » Le jeune homme hocha la tête. « Oui, et j'ai vu une femme dans un rêve. Elle m'a guidé jusqu'ici. Une femme avec de l'huile sur les mains et une vieille bague en or. » Antoine sourit. « Alors entre. Elle veille toujours. Certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles changent simplement de porteur. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits mystérieux et bouleversants. Et vous, que feriez-vous si une simple bague vous révélait un autre monde ? Likez si vous avez aimé cette histoire et partagez avec quelqu'un qui croit que le destin commence dans les détails.